J'ai eu le privilège de faire une visite d'exposition absolument remarquable. C'était dans les années 2005-2006. Il s'agit d'une exposition au centre Georges Pompidou. Une exposition qui avait la particularité d'opérer un retour sur toute la production artistique du XXe siècle. Toutes les œuvres accrochées dans cette exposition étaient possession du centre Georges Pompidou, mais l'accrochage était particulier, obéissait à une logique. En fait, on a affaire ici à une exposition qu'on peut vraiment présenter comme une exposition à thèse. Quelqu'un se trouvait derrière cette exposition. La commissaire générale en était Catherine Grenier. Elle avait produit un travail absolument remarquable. Je vous invite à faire vous-même, en ma compagnie, une sorte de visite guidée de cette exposition. Laissez-vous guider. Je ne vous ai pas livré le titre de cette exposition, eh bien le voici. Elle s'intitulait Big Bang, destruction et création dans l'art du XXe siècle. J'ai parlé d'exposition à thème. Évidemment, il n'est pas neutre d'avoir choisi comme premier titre Big Bang. C'est déjà une prise de position contre le créationnisme, du côté de l'évolution, l'évolutionnisme, comme si tout partait de ce choc, de ce chaos, de cette explosion initiale. Soyons attentifs maintenant au sous-titre « Destruction et création dans l'art du XXe siècle ». Sous-entendu, tout part dans l'art du XXe siècle, non pas du chaos, mais d'un acte volontaire de détruire, destruction. Comme si tout partait, comme si le point de départ était conscient, contrôlé. On choisit de détruire afin d'arriver à autre chose. C'est cette histoire de l'avènement de l'art moderne que cette exposition nous raconte, à sa manière, qui n'est pas objective, mais qui est intéressante. Les gens, en général, ont un point de vue extrêmement négatif sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'art au XXe siècle. En fait, cette histoire est souvent perçue comme l'histoire d'une vaste destruction. Et c'est justement contre cet a priori négatif, contre ce préjugé, que cette exposition a voulu réagir, en basculant du négatif dans la positivité. Et les commissaires de l'exposition ont créé ce concept très intéressant de destruction positive. L'exposition a été placée sous les auspices de quelques grands personnages. Alors ils sont parfois inattendus puisque nous trouvons parmi ceux-ci le révolutionnaire russe Bakounine qui déclarait « La joie de la destruction est en même temps une joie créatrice ». Ou bien encore cette citation de Picasso qui lui disait « Chez moi, un tableau est une somme de destruction. Je fais un tableau, ensuite je le détruis et à la fin, en fin du compte, rien n'est perdu, il reste toujours quelque part quelque chose de ce rouge que j'ai effacé. » Je vous propose un exemple pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi il est question en appliquant directement à l'art au niveau de cette destruction positive. Le grand artiste de la modernité Armand un artiste français a créé une œuvre dont le titre est en anglais, donc je vous le donne mal, mais c'est Chopin's Waterloo, soit le Waterloo de Chopin. Alors imaginez que vous ayez à la maison un piano et puis vous décidez sa destruction, vous le lancez par la fenêtre de votre appartement, vous descendez et le piano est éclaté en milliers de pièces et vous allez recomposer, c'est ce que Armand a fait sur un fond rouge, il a recomposé le piano complètement désarticulé, détruit, avec un sens de la forme et des couleurs. Le résultat est extrêmement esthétique et cette œuvre ne vous propose que cette reconstruction esthétique de ce piano qui a été absolument éclaté. Voici un exemple de la destruction positive. Cette exposition passe en revue toute une série de mouvements artistiques caractéristiques du XXe siècle.
et qui ont tous en commun d'avoir fondé leur créativité sur cette notion de la destruction. Par exemple, l'expressionnisme allemand, mouvement extrêmement connu, qui casse la figuration, la ressemblance avec la réalité pour imposer une vision personnelle de l'artiste avec quelques noms comme ceux de Beckmann, de Otto Dix ou bien de Gross. Autre mouvement caractéristique, bien sûr, l'abstraction qui fait éclater la représentation, ou bien le dadaïsme qui fait exploser la référence à toutes les valeurs consensuelles de la société européenne avec quelqu'un comme Tristan Tzara, ou bien encore l'abstraction géométrique, citons Mondrian, et on se rapproche là d'un art qui dynamique les formes traditionnelles de l'esthétique avec une approche vers un art mathématique, un art beaucoup plus formel. On pourrait penser encore au surréalisme pour lequel, si je me réfère à André Breton, la définition de la beauté consiste à rassembler deux objets qu'on n'aurait jamais pensé à rapprocher et dont le choc étonnant, la contradiction, va produire cet effet de surprise qui caractérise, selon André Breton, la beauté moderne. Je citerai encore, mais la liste n'est pas exhaustive, le pop art qui pour la première fois fait rentrer les objets d'art de la vie quotidienne dans le champ de l'art, être amené à regarder autrement tout ce qui touche à la vie de tous les jours. Quant aux procédures même, on a traversé là toute une série de mouvements, mais on pourrait s'interroger sur les procédures qui caractérisent cet art de la destruction, par quoi passe la destruction. On pourrait citer à nouveau la fragmentation, le fait que la forme soit cassée, qu'on perde cette belle unité de forme caractéristique de l'art classique apollinien, ou bien encore l'explosion de l'unité de l'œuvre, il n'y a plus de principe unificateur, ou bien encore le goût que l'on a qu'ont tous ces artistes de la modernité pour le hasard, le fait d'intervenir et de faire jouer le hasard dans la production artistique, ou bien encore, puis je m'arrêterai là dans cette énumération, la désarticulation, parfois difficile pour celui qui regarde l'œuvre, la désarticulation entre la forme et la signification. Qu'en est-il de cette notion de destruction sur un plan théorique ? Elle se définit dans l'art moderne par un rejet de toutes les valeurs établies, c'est-à-dire d'un rejet de ce que les artistes de cette modernité ont tendance à considérer comme la culture bourgeoise, un rejet en bloc de la culture bourgeoise. Catherine Grenier, la commissaire de cette exposition, a l'affirmation suivante. La destruction du lien de soumission de l'œuvre à toute autorité est certainement la caractéristique la plus marquante de l'art du XXe siècle. On peut donc véritablement parler d'une volonté de refondation de l'art moderne. Pourquoi refondation ? Elle implique de nouveaux fondements, ils sont très clairs. Le contrôle de la raison n'est absolument plus comme dans l'art classique un fondement reconnu, et les nouveaux fondements deviennent, plusieurs termes sont ici proposés, les pulsions, les instincts, et bien sûr l'inconscient théorisé par Freud. C'est sur ces nouveaux fondements que la création de l'art moderne va repartir, et les nouveaux modèles, aux nouveaux fondements correspondent aussi de nouveaux modèles que les artistes vont plutôt aller chercher du côté de l'art primitif, ou bien l'art des fous, ou bien les productions artistiques des enfants, ou bien on pourrait citer encore l'art populaire, ou bien encore tout ce qui relèverait des objets de la vie quotidienne.
Donc, on peut véritablement dire qu'on est à une nouvelle étape de l'histoire de l'art et que le champ artistique est vraiment devenu à présent un véritable terrain d'expérimentation sensible. Une autre caractéristique de cette exposition consistait dans le fait de proposer un parcours aux visiteurs de l'exposition, un parcours obligé puisque forcément vous entriez par un côté du labyrinthe et vous sortiez de l'autre côté. Alors ce parcours se faisait par étapes avec 8 entrées thématiques. Je trouve intéressant de vous citer ces entrées thématiques parce qu'elles sont fondamentales. Les mots que vous allez entendre sont vraiment des termes caractéristiques de cette histoire de l'art du XXe siècle. Les voici. Destruction, bien sûr. Puis nous allions vers construction, déconstruction. Puis on poursuivait le parcours avec archaïsme, puis sexe, puis guerre, et encore subversion, et encore mélancolie. Et la dernière étape de ce parcours, le mot devient un peu plus positif, celui de réenchantement. On entend réenchantement du monde, avait donc été choisi. Donc chaque salle correspondait à cette grande thématique et se divisait elle-même en une série d'espaces, en sous-thèmes qui déclinaient le thème majeur. Je vous propose de revenir non pas sur les 8 thèmes, mais de donner quelques exemples pour comprendre un petit peu la philosophie de chacune de ces salles. Donc quand vous entriez dans l'espace destruction, je donne un exemple de sous-thème. Vous pouviez vous diriger vers un espace intitulé « Corps désenchanté, défiguration ». Et on était vraiment plongé là dans le problème, parce que la représentation du corps devient un problème dans l'histoire de l'art du XXe siècle. En fait, toutes ces tensions que l'on perçoit dans cette histoire de l'art, dans cette histoire de la culture, elles sont reflétées dans les tensions, dans la représentation même du corps humain. Le corps humain devient, non plus comme dans l'art classique, le lieu de l'expression de la beauté parfaite, mais le corps devient le lieu de tous les conflits, il est tiré, tordu, on tend vers la défiguration, pour ne pas dire carrément vers la monstruosité, et tout cela est bien le reflet de l'instabilité dans la vision de l'homme au cours du XXe siècle. Je donne un autre exemple. Donc la salle archaïsme, peut-être que c'est un mot qui ne vous dit pas grand-chose, mais très intéressant. Donc quand vous rentriez dans cet espace, la philosophie était la suivante, montrer que beaucoup d'artistes ont voulu régresser vers une sorte d'état des pulsions, un état initial, un état primitif, où on retrouvait l'affleurement, peut-être, pourrait-on le dire ainsi, l'affleurement de la part sauvage de l'humanité, en sous-entendu l'idée que plus on irait vers le primitif, plus on retrouverait quelque chose d'une innocence première de l'humanité. Autre espace, la thématique sexe. Dans l'histoire de l'art du XXe siècle, tous les tabous en matière de morale et notamment de représentation de la sexualité ont été levés. On a un certain goût de l'obscène, un goût du vulgaire, et puis on pourrait reprendre là 2 notions qui sont théorisées par Freud et qui sont l'éros et thanatos. Éros, l'érotisme, une pulsion de vie qui s'exprime dans la sexualité, et ce mélange avec thanatos, c'est-à-dire la pulsion de mort. Et ce mélange entre les deux, cette tension, donne parfois des œuvres qui sont extrêmement provocatrices. Provocation, subversion, c'est un autre espace. Subversion, c'est un autre des mots-clés de l'exposition. Saper toutes les valeurs établies, c'est bien un des projets d'un grand nombre de ces artistes de la modernité. Et on pourrait parler à leur propos de parodie, goût du rire. La notion d'absurde est aussi une notion clé. En fait, on a vraiment le sentiment, au travers de beaucoup de ces œuvres de la modernité, que plus rien, absolument plus rien, n'est digne de respect. On est dans un rire généralisé. Je passe encore à cet espace consacré à la guerre. Le XXe siècle a été un siècle de la barbarie, autant par la présence des guerres mondiales que par les révolutions idéologiques
que le siècle a connu. Et à ce niveau-là, les artistes, pourrait-on dire, sont pris un petit peu entre deux mouvements. Il s'agit à la fois d'une nécessité de témoignage, un besoin de témoigner de ce qui s'est passé, et en même temps un besoin de condamner tout ce qui est au cœur de cette destruction de l'homme par l'homme. Si on revient globalement sur tout ce qui a été évoqué, un terme pourrait être proposé, c'est celui de négativité. On voit combien on plonge dans le négatif au travers de cette vision de l'homme, de la culture que dégage l'ensemble de ces artistes et de ces œuvres. Et je crois que la thématique, la succession des thèmes montre que le commissaire de l'exposition en avait conscience, puisque la dernière salle est consacrée au thème du réenchantement, ce qui suppose bien l'idée d'un désenchantement du monde. Et je dirais que les œuvres proposées pour réenchanter le monde, des vidéos de Bill Viola, n'étaient absolument pas évocatrices et porteuses de cet espoir perdu, puisque au bout de ce parcours et de cette traversée, le visiteur, il me semble, ressortait vraiment avec cette impression de négatif, de rire généralisé, cette perte d'utopie, et ce cri en fait de désespoir. Mais où en est-on ? Le moment est venu de conclure, et je vous propose un terme, fausseté. Fausseté dans la vision, je crois qu'on l'a vu à tous les niveaux, fausseté dans la vision de Dieu, fausseté dans la vision de l'homme, fausseté dans la représentation de la vie, fausseté dans la conception de l'art. En fait, le verre était dans la pomme, et je parle de l'art du XXe siècle. Le mal, me semble-t-il, apparaît dans sa montée en puissance au travers, peut-être pas de tout ce qui s'est fait au niveau de la création du XXe siècle, mais cette exposition avait quand même prétention à revisiter le gros des mouvements de l'histoire de l'art du XXe siècle. Le mal est monté en puissance. Ce que l'on perçoit très fortement, c'est la perte au niveau de cette société européenne. Je prends encore une image de ce ciment unificateur qui caractérise une civilisation authentique. On perçoit l'Europe en mal d'unité, en mal d'identité, une Europe meurtrie qui n'a plus qu'une conscience négative d'elle-même. La question qui se pose est toujours pour nous celle du positionnement de l'art en Christ par rapport à tout ce que nous avons évoqué. On a vu avec cette exposition Big Bang, et je vous rappelle déjà Big Bang, toutes les connotations de ce choix. Je vous rappelle que clairement l'exposition disait d'emblée rejet des fondements théologiques bibliques. Est-ce que tout le problème n'est pas là? Et est-ce que le problème de l'artiste chrétien, mais en même temps sa solution, n'est pas le retour à ce qui peut fonder de manière authentique à la fois la vie de l'artiste en Christ, mais fonder aussi sa création artistique, le retour à la Bible, avec les valeurs qu'elle propose. Et je rappellerai ici en termes de valeurs ce que la Bible appelle les vertus théologales qui sont posées dans les épîtres. Et je terminerai avec ces trois notions qui sont tellement extraordinaires et pleines de sens. Les vertus théologales sont la foi, l'espérance et l'amour.